Bien. J'ai une question pour Monsieur Buisson, qui n'a pas encore parlé. Monsieur Buisson, pensez-vous que cette pétition permette de mesurer, voire même de quantifier le ras-le-bol de la population? Une mesure, disons pas scientifique, mais une approche qui soit, disons, proche d'un sondage réel, efficient. Disons que si c'est pour constater une sorte de désillusion, pour ne pas dire plus, de la population, c'est évident. Mais avant d'en venir, je voudrais revenir sur un point essentiel qui me paraît une réflexion de fond. Je suis sur le territoire depuis 32 ans. J'ai donc connu la Polynésie avant l'autonomie et aujourd'hui. Quand je regarde avec un petit peu de recul l'évolution, on ne peut être que totalement désabusé et même à la limite révolté. Lorsque je suis arrivé, il y avait de l'agriculture, il y avait de l'élevage, il y avait de la perle, il y avait du tourisme. L'autonomie s'est mise en place. Le territoire a voulu s'occuper de tout. Il s'est effectivement occupé de tout puisqu'il a toutes les compétences. Et il a tout ruiné. C'est ça la réalité. Et quand vous dites qu'avant il y avait de l'argent, il y a toujours beaucoup d'argent. Il ne faut pas oublier que la France continue à dépenser sur le territoire 175 milliards par an, sans contrepartie. C'est pas l'argent qui manque, c'est pas l'argent de la France qui manque. C'est le mauvais usage par le gouvernement polynésien de l'argent qu'il a. On est bien d'accord. Parce que finalement, ce qui s'est produit, ce n'est pas du tout l'appauvrissement des circuits. L'appauvrissement des circuits vient de l'appauvrissement de circuits économiques à cause du prélèvement excessif de la collectivité publique territoriale sur l'ensemble. Quand je suis arrivé, j'avais déjà, dans la mission de... Vous voulez dire le budget de fonctionnement? Le budget en général. Lorsque je suis arrivé, il y avait 35 services pour l'État et le territoire. Il y avait 5 établissements publics. Et j'avais déjà considéré que pour environ 200 000 habitants, c'était beaucoup. Mais aujourd'hui, on est à plus de 70 services administratifs. On est à 50 et quelques établissements publics pour le seul territoire. Mais où est-ce qu'on est pour 250 000 habitants? C'est en plein délire. Et c'est là où le territoire, finalement, s'appauvrit tout seul. C'est ce qu'on appelle une faillite. C'est ce qu'on appelle une banqueroute. Voilà, donc c'est bien une banqueroute. C'est la banqueroute du territoire. La faillite, ça sera pour la CPS. Allez-y, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le vif de la pétition. Oui, je voulais juste dire que je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, Jean-Pierre. Est-ce que tu ne penses pas aussi que, en plus de ce que tu viens de dire, que la multiplication justement des autorisations administratives, parce qu'on sait que l'administration du pays vit sur un budget qui est ponctionné sur des taxes qui sont prises pour une bonne partie sur les entreprises privées, mais parallèlement à ça, la multiplication des autorisations administratives n'a pas empêché, a peut-être empêché justement à un moment donné les entreprises de pouvoir se développer, parce que là encore aujourd'hui j'ai la connaissance que, là on me l'a dit la semaine dernière, 100 permis de construire sont en attente dans le domaine du bâtiment. Ah, mais j'ai une réponse. Par rapport à un blocage qui est fait uniquement au niveau du ministère. Maison de retraite en construction à Punui, 1 an et demi pour avoir le permis, financement entièrement privé. Encore aujourd'hui, les services ont réussi à bloquer le dossier, à faire en sorte que le financement n'ait pas lieu. Pourquoi? Parce qu'il faut passer dans 35 services différents pour obtenir les autorisations, l'assainissement des eaux usées, l'ascenseur. Oui, enfin, l'ensemble de tous les dossiers fait que, naturellement, les entreprises privées ne peuvent pas attendre 2 ans sans pouvoir construire. Donc c'est un ras-le-bol, un dégoût complet d'investir sur le territoire. Oui, je voudrais faire une remarque qui tient aussi compte d'une expérience, d'une longue expérience dans ce domaine. Quand on multiplie les organismes publics et parapublics censés intervenir dans le même secteur, il se passe quoi? Ces organismes, finalement, qui sont tous redondants les uns par rapport aux autres, n'ont d'existence parce que l'on pourrait appeler une sorte de diarrhée réglementaire. Chacun pond des textes. Comme ça, il a l'impression d'exister. Qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi que ce soit comme décision à prendre? Nous avons un nombre colossal, 4-5 ministères au minimum, 5-6 établissements publics. On n'a pas le premier tour de l'opinion des uns et des autres avant minimum 8 mois à 1 an.
croyez-vous que le secteur privé puisse se permettre cette inaction administrative? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, quelque part, qui va dans le même sens. Les services eux-mêmes, ce fonctionnement, entre guillemets, réglementaire, génère leur propre activité. Moi, j'ai conservé beaucoup de relations dans l'administration. Les 3/4, si ce n'est les 4/5 des services administratifs consistent à faire des rapports pour leurs collègues. Le nombre d'agents qui sont en fait ce que j'appelle les agents guichets, c'est-à-dire ceux qui sont en contact avec le public, c'est presque plus rien dans un service. Tous les autres, ils sont derrière, ils font des dossiers pour les autres. Mais Jean-Pierre, tu oublies notre ami qui touche son salaire depuis 3 ans et qui n'a pas traité 2 dossiers. On lui a rien confié. 800 000 francs par mois depuis 2 ans. Je tairai bien sur le nom, mais il n'a pas eu un seul dossier à traiter. Donc c'est bien là le problème. Non, mais le plus grave, c'est que tout le monde le sait, qu'aujourd'hui, avec 10 000 fonctionnaires, le budget de fonctionnement, il est de 107 milliards pour un budget de 175 milliards. C'est complètement déséquilibré. On sait qu'aujourd'hui, tout pays qui se respecte, c'est le budget de fonctionnement, c'est aux alentours de 30%. Donc, le rapport Boulier l'a spécifié, il faut réduire toute cette administration parallèle qui a été créée depuis 2000 par M. Gaston Floss. Cette administration parallèle. Les mesures d'accompagnement. Non, mais cette administration parallèle qui est une société d'économie mixte, qui aujourd'hui, tous les comptes sont négatifs et tout ça, qui a plombé aujourd'hui et qui continue à se gaver et à avoir des salaires et tout ça, pourquoi ? Pour empêcher les privés d'investir. Je veux dire, par exemple, aujourd'hui, la société Tahiti Nui Rawai, dont j'étais à l'époque, en 2000, président du syndicat de la pêche, et on a payé des fonctionnaires pour nous empêcher d'aller, de travailler et d'avoir une activité saine sur le port de pêche. On nous a empêché d'avoir une économie saine. C'est bien pour ça qu'il faut remplacer ces élus. Mais tout à fait. Justement, je vous interromps. Juste pour finir. Oui. Je vais rebondir sur ça. Après, je vous donne la parole, Sandra. C'est une question d'ailleurs qui s'adresse à vous. Et le collectif pourra y répondre également. Vous dites, et je cite le collectif, hein, la situation doit être stoppée au plus tôt par une nouvelle classe et génération d'élus capables de mettre en place un plan de redressement confié à des techniciens. Est-ce qu'ils existent, ces techniciens, dans notre beau pays? Est-ce qu'il y a des gens capables? Bien sûr, je veux dire par là, ce sont les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, ce sont ceux qui prennent des risques. L'entreprise a pour vocation de gérer une administration. Ben, une administration, c'est quoi aujourd'hui? Non, une administration... on a besoin dans un pays de l'administration. Mais cette administration, aujourd'hui, on a créé une autre parallèle. C'est cette administration-là qui aujourd'hui... La question, M. Tétouanoui. Oui. Il existe en Polynésie française des personnes qui sont capables de mieux gérer le pays que le bien évidemment, mais bien sûr qu'il y a une relève, mais la relève, elle est. Pourquoi alors, se manifeste pas? Je ne parlerai pas de. Ce que je veux dire par là, c'est que les chefs d'entreprise, ce sont les créateurs d'emplois, ce sont les créateurs de richesses. Aujourd'hui, ce sont eux qui doivent. Aujourd'hui, 90% du pays est géré par des fonctionnaires, dont Mme Sandra Lévy ici, qui est un fonctionnaire. Moi, je suis fonctionnaire d'État, je ne suis pas du pays, je ne coûte rien au pays. A priori. Et qui aujourd'hui gère ce pays, mais il gère ce pays comme la fonction publique. Mais la fonction publique, normalement, doit être. Elle a toute sa place. Je ne savais pas que c'était le procès des fonctionnaires aujourd'hui. Non. Je voudrais juste finir. Je trouve. C'est que les téléspectateurs, dernièrement, à 89%. Par courtoisie, on va laisser parler Sandra. Non, à 89%, on dit oui, la société civile pour gérer ce pays. Parce qu'ils se sont aperçus qu'effectivement, dans ce pays... C'est la réponse de carton rouge. C'est la réponse de carton rouge. C'est clair et net. Oui, mais il y a autre chose, la question était mal posée. L'administration, l'administration doit exister et gérer pour le bien des sociétés privées, mais les politiques qui nous mettent en place cette administration doivent être changées. Donc pourquoi ce que j'ai lu tout à l'heure.
l'heure. Non, parce que les politiques de l'Assemblée territoriale vont nous concocter des lois, des règles, des supplémentaires de lois, des supplémentaires de règles, créer ces fameux services qui ont empêché le fonctionnement correct de délivrer un bon permis de construire. Alors que l'administration doit être dynamique et gérée par des gens comme Jean-Pierre que nous avons là. Service de développement. Bien sûr, avec deux ou trois bons énarques, on va gérer le pays. Ouais, ça, c'est une question que j'allais poser à M. Buisson. Moi, j'ai dit que... Jean-Pierre Buisson après, et après, si vous le permettez, on va en arriver au contenu même de cette fameuse pétition. Il faut que les gens comprennent pourquoi 20 000 personnes ont signé. Pourquoi ils ont signé? Qu'est-ce qu'il y a de... Parce qu'ils veulent Monsieur plus... Tonfa. Moi, j'ai dit que, si vous parlez de relais, dire que est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir diriger ce pays? Vous savez que dernièrement, à RFO, à la question... C'est une question, hein, je ne sais pas si vous en doutez. Hein. Alors, j'ai dit que à la question posée par RFO, voulez-vous que le gouvernement actuel soit changé par la société civile? 89% l'ont dit oui. Donc, nous estimons qu'aujourd'hui, que dans les 89%, il y a les 57 personnes futures qui pourront siéger à cette nouvelle assemblée de Polynésie. Et en tant que chef d'entreprise, je dirais que la Polynésie, c'est quoi? C'est une grosse entreprise, c'est tout. Rappelons que M. Tonfa est président de la Fédération des entrepreneurs polynésiens. Monsieur Buisson, est-ce que techniquement, vous avez géré des services des deux côtés de la corde d'ailleurs, hein, de l'État et du territoire? Vous êtes un pince transfuge ou je ne sais pas... Non, pas du tout. Quelqu'un qui a de l'expérience. Un mercenaire? Non, pas du tout. Bref, la question, Jean-Pierre, blague à part, c'est une affaire sérieuse. Est-ce que, oui ou non, il existe dans le vivier disponible dans notre beau pays, notre vivier humain en termes de ressources humaines, est-ce qu'il existe des gens capables de redresser la barre, capables de mettre en place un véritable plan de sortie de crise et un véritable plan de redressement économique? Est-ce que ces gens-là existent? Est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'ils vont avoir envie de le faire? Mais est-ce qu'ils existent tout d'abord? Alors, globalement, la gestion d'une collectivité réclame deux qualités. Un minimum de technicité et un minimum d'expérience. La qualité technique, il y a plein de jeunes ici qui ne demandent qu'à travailler et qui veulent... Est-ce qu'ils ont les compétences? Ils ont les compétences techniques. D'accord. Donc ça existe. Ce qui manque forcément quelque part, c'est pour un certain nombre d'entre eux, ils sont trop jeunes, ils sont pleins de talent, mais ils sont trop jeunes, c'est un peu d'expérience. Mais le territoire ferait des économies colossales à recruter 5 ou 6 bons fonctionnaires avec, on va dire, 20 à 25 ans d'expérience. Par exemple, quelqu'un au niveau de directeur départemental des services, ils ne peuvent pas exister puisque le territoire, pour l'instant, n'a pas fait sa formation. Il n'y a toujours pas d'école territoriale d'administration. Il n'y a pas de tradition, il n'y a pas d'historique en matière de formation. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la même dérive, entre guillemets, pour l'administration que celle qu'on a vue en politique. Pourquoi on n'a pas une administration qui est performante? Parce que 25 ans d'autonomie, il n'y a toujours pas de formation administrative. Les chefs de service sont nommés bien plus... On recrute les gens sans les avoir formés? Bien sûr. Des concours sans les avoir formés? Les chefs de service sont bien plus nommés en fonction des considérations ethniques, politiques, pour ne pas dire familiales ou de népotisme. Mais non, mais tout le monde le sait. C'est d'évidence depuis 25 ans. Alors moi, dans les services, dans les ministères, c'est pas un secret. Non, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que dans l'administration, la plupart des gens qui y sont, en tout cas sur les 15 dernières années, ce sont des gens qui ont passé des concours, des concours sérieux, sur lesquels il n'y a rien à dire. La grosse difficulté, et c'est ce qui tue notre administration, c'est que au gré des gouvernements qui se montent, vous allez avoir un ministre qui va avoir son copain qui va rencontrer dans la rue, il va dire tiens, je vais faire de toi le prochain chef de service. Le mec, il y connaît rien. Il y connaît rien. Mais alors là, non, mais c'est exactement ce qui se passe. Et après, laissez-moi parler, je vous ai laissé parler. On n'a qu'à parler de Monsieur Derue. Et après, ce qui se passe, c'est que vous avez des gens, des fonctionnaires qui sont Bac+6, qui font bien leur travail, qui se retrouvent dirigés par des gens qui n'y connaissent rien et qui sont payés 2 à 3 fois plus qu'eux. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez des gens qui étaient motivés au départ, qui sont démotivés parce qu'ils sont dirigés par des ânes. Et oui, mais c'est ça la réalité. Mais le problème, c'est que flinguer l'administration, je dis que c'est pas la solution.
solution. non. C'est vraiment... Moi, je l'ai sorti à M. Rivetta en réunion, en commission législative à l'Assemblée, quand il a descendu l'administration, notamment les agents du SDR qui étaient sous sa responsabilité. Je lui ai dit, monsieur le représentant, parce qu'il n'était plus ministre, monsieur le représentant, il n'y a pas de mauvais fonctionnaires, il y a des mauvais ministres. Parce que quand on est un bon ministre, on donne un cap, on donne des objectifs à atteindre à ses agents et on vérifie que le travail est fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cap, il n'y a pas d'objectif à atteindre et que les gens, ils ont leur salaire à la fin du mois, ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Mais tout à fait là-dessus, je voudrais rebondir. C'est que, on va en revenir après au détail de la pétition. C'est que j'ai participé aux assises de l'administration dernièrement et ils ont reconnu trois choses. Trois aveux. Ils disent qu'effectivement, ils sont trop bien payés. Deuxièmement, ils disent qu'on ne leur a jamais demandé d'obligation de résultat. Et oui, c'est grave. Et le troisième point, c'est qu'ils disent qu'il y a trop d'effectifs, il y a une pléthore d'effectifs dans l'administration actuelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dernièrement, nous avons participé à l'Assemblée au plan de redressement du gouvernement actuel d'Oscar par rapport au rapport Bollier, où il y avait question de dissoudre un certain nombre de sociétés d'économie mixte. Quand on se dissout, par exemple, une société d'économie mixte comme le FDA, et qui sont en train de se préparer, c'est qu'ils ont recruté aujourd'hui tous ceux qui sont dans cette société pour les faire devenir, ramener dans la fonction publique régulière, alors même qu'ils mériteraient un licenciement économique. Et c'est là où on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, par rapport à ce rapport Bollier, on n'applique pas à la lettre, parce que ce sont des sociétés parallèles, du moins de l'administration parallèle qu'on est en train, et qui plombent le budget de fonctionnement du pays et le budget de tout court. Essayez d'avoir des réponses très consolides, très intéressantes. Gaston, le principe, moi je veux donner à la population un exemple clair. Et c'est pour ça que je mets en cause les élus qui sont à l'Assemblée territoriale. Je ne fais pas une fixation, je dis simplement, M. Derue nous a construit et a été responsable, nommé par l'État, pour construire l'hôpital. On nous a fait un devis à 29 millions, enfin 29 milliards, et on a terminé aujourd'hui à 43 milliards, et il n'est pas terminé. On n'a pas la conformité. Ça veut dire que M. Derue, non seulement n'a pas été compétent, il n'est pas capable d'avoir la conformité et de remettre l'établissement au gouvernement, et l'hôpital n'est même pas affecté aujourd'hui. Donc on a des squatteurs dans l'hôpital. Ça veut dire que les politiques et les hommes politiques qui sont à l'Assemblée cautionnent ce genre de choses. Et là, le seul qui a déposé une plainte, encore une fois, c'est la société Ardec, enfin l'association Ardec, qui dit « Stop, on nous a volé des milliards, cet homme est incompétent, et on continue à le payer. » Non mais je voudrais terminer... oui, termine rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai malaise dans l'administration. C'est-à-dire que ceux qui occupent, qui sont rentrés par voie de concours et qui occupent... Ils ont tenu le concours. Oui. Et qu'on appellerait aujourd'hui la vraie administration, avec ce qui s'est passé dernièrement, avec de remettre ces cadres de l'administration parallèle ou des sociétés d'économie mixte, il faut savoir qu'il y a un vrai malaise. Ils sont prêts à descendre dans la rue, à se révolter. Hein. On est bien d'accord. Oui. Juste pour finir sur la question, pour vraiment répondre à la question, pour moi, c'est pas aux techniciens de décider de l'avenir du pays, c'est le politique qui fixe les objectifs à atteindre et le technicien explique les moyens d'atteindre ces objectifs. Le gros souci qu'on a depuis plusieurs années, et c'est vraiment récurrent, et je pense que Jean-Pierre sera d'accord avec moi, c'est qu'on nous a apporté depuis l'extérieur des techniciens sans former l'élite locale. En Nouvelle-Calédonie, ils ont vraiment associé l'élite locale avec l'élite qui venaient de métropole, et progressivement ce sont des jeunes qui ont été formés aux côtés de hauts techniciens métropolitains et qui ont pris les postes par la suite. Donc il y a eu un accompagnement. Chez nous, on a de la matière grise qui vient, et une fois que la matière grise s'en va, malheureusement elle n'a pas formé. Oui, non, mais la matière grise formée à l'extérieur et qui ne revient plus. J'ai une expérience dans différents pays, sur différents continents. Le problème dans le territoire, c'est qu'on peut toujours réinventer le pied, couper le beurre. On a voulu faire une administration on a même eu une école à un moment. Sans avoir... Non, il n'y en a pas eu. Ça a duré quelques mois. C'était de l'introduction à l'informatique. À peine. Bon. On veut avoir une administration territoriale. On la monte de cric et de broc, en dépit du bon sens quant au statut, quant aux règles de fonctionnement, sans école territoriale de formation.
Et après, on demande aux gens qui sont en place, et qui ont passé des concours, et qui sont qualifiés au niveau de leur connaissance générale. Et c'est là où je trouve qu'il y a un gâchis colossal. Parce que ces gens qui ont Bac plus 4, Bac plus 5, etc. et autres, qui rentrent avec plein d'allant dans l'administration, on leur colle des chefs de service incompétents. Et qu'est-ce qui peut arriver Et on les met sur des postes qui ne correspondent pas à leurs compétences. On est obligé à ce stade de l'émission, messieurs, dames, d'en revenir sur le thème de l'émission. Oui, bah donc, ce que vous dites est intéressant, passionnant. Nous y reviendrons. Non, mais je veux dire que l'administration parallèle, c'est l'administration électoraliste qui a été mise en place par tous les pouvoirs. Voilà. Oui, mais moi je voulais rajouter un mot. Quand on voit le fonctionnement de l'OPH et que l'on voit les gens qui sont nommés à la tête de l'OPH, quand on voit 26 milliards qui arrivent de la métropole qui sont bloqués, qui ne sont pas utilisés parce que le territoire ne peut pas mettre en face sa quote-part, ça veut dire que les logements sociaux ne sont pas construits. Ça ne veut pas dire que l'OPH n'a pas la compétence pour le faire. Ça veut dire que l'OPH n'a pas le budget pour le faire. Donc encore une fois, nos élus mettent en place un système et qu'est-ce que l'on fait? On a construit 20 pharés et encore même pas 15 pharés sociaux sur l'année 2011 alors qu'on n'est pas compétent pour mobiliser le budget. Ça veut dire que là encore, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les élus ne savent pas faire. Les élus de la majorité, parce qu'il y en a dans l'opposition qui savent faire, mais on ne les laisse pas faire. Avec tout ce qui vient de se dire, c'est une raison de plus de dire que ce gouvernement qui est constitué de fonctionnaires à 90%, de confier la gestion de ce pays-là aux entrepreneurs. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que je pense que les entreprises doivent faire du business. Et il ne faut surtout pas mélanger les affaires avec la politique. Il ne fallait pas que les politiques... Par contre, qu'à ce moment-là, les chefs d'entreprise disent... Il ne fallait pas que les politiques se mêlent d'affaires. Quand ils sont en difficulté, ils font appel aux entreprises de venir... Dans les pays où on traverse des crises graves, les solutions qui ont été retenues par les autorités internationales, c'est de placer une forme d'affaires à la tête des gouvernements. Monsieur Hirote Farire, lors de cette rencontre, quand ils ont fait appel aux entreprises pour venir discuter sur le redressement de la fonction publique, il a reconnu lui-même, en tant que fonctionnaire, que ce sont les entrepreneurs qui, finalement, doivent prendre la place. Aujourd'hui, je suis d'accord, mais à ce moment-là, ils abandonnent leurs responsabilités au niveau des entreprises. Ils viennent avec leur technicité. Je parle sous le contrôle de M. Buisson. Si un homme d'affaires devient politique, il est obligé de renoncer à tous ses mandats. Juste pour ajouter. Non, mais pour ajouter, de plan de redressement, nous l'avons préconisé de mettre en place le plan de relance de l'économie. Et d'ailleurs, il a proposé cette. Mais tout le monde ce plan. A entendu parler d'états généraux, tout le monde a parlé des on demande aux élus. Réunions et ça n'a servi à rien. On demande aux élus de déclarer leur patrimoine, mais c'est pas difficile de demander aux chefs d'entreprise de déclarer le leur. Je veux revenir. Alors tout le monde aujourd'hui vit une situation que tout le monde connaît, qui est l'instauration du SVAC. Le SVAC, très rapidement, c'est le pompage de l'eau froide dans le fond de l'océan. C'est le SVAC. Oui. Et alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le privé a demandé à le faire et le privé a fait les études. L'étude a coûté 47 millions. Je dis bien 47 millions. Le territoire... Pour l'hôpital ? C'est pas pour l'hôpital, c'est pour un réseau qui part de Haroué jusqu'à Faa. C'est-à-dire qu'on pourra faire de la climatisation avec 50% moins cher que le DT. Mais le territoire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement voté une enveloppe de 600 millions dont disposera le directeur de l'hôpital, totalement un squatteur, qui lui est payé 2 millions par mois pour refaire les études du privé, alors qu'elles ont déjà été faites. Alors, 47 millions d'études réalisées aujourd'hui, et on prive naturellement le privé de se développer, et on va dire à l'hôpital de mettre en place ce système avec 600 millions de nos fonds, qui sont les taxes de nos petites gens, qui viennent dans le système. Ça veut bien dire que le politique a encore pris une décision complètement débile, et la majorité politique a pris cette décision. Et qui est-ce qui l'a fait? C'est le ministère actuel de M. Oscar Temarou qui donne encore à M. Derue la possibilité de s'en mettre plein la poche. Voilà la vérité. Ok, maintenant. Mais ce qui est dommage, c'est qu'elle le sait, mais elle n'a pas mis en place une révolution. Non, il n'y a que moi qui ai déposé la plainte. Mais c'est bien la révolution qui est la force motrice de toute action. C'est moi qui reprends un peu la main. Je ne savais pas que j'étais dans le collimateur à ce moment-là. Mais non, qui châtie bien aime bien. Tout de
suite ce qui vous attend au prochain Stop à la épisode. spoliation des terres vacantes au profit du territoire. Oui, c'est ce qui est écrit voilà, dans et là, on la parle, pétition. on parle Ça veut dire du quoi? territoire, Qui est-ce qui spoil les Alors, terres? le Qu'est-ce qui les vole? territoire, Je vais lui poser la question. mon cher ami, Parce que je moi, t'écoute avec attention. je suis président d'une association familiale, d'une famille qui dispose de fonciers.